Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 4 de Bonjour Rugby League. Salut Baptiste. Salut Jess, salut à tous. Le quatrième déjà, ça fait un mois déjà qu'on se retrouve une fois par semaine pour vous faire le point sur l'état du rugby à 13 en France, en Angleterre et à l'étranger. Baptiste, 4 semaines, tu vas réussir à me supporter encore longtemps ou pas? Ouais, je pense que c'est vraiment la chose la plus improbable que j'ai fait en 2024, c'est de te supporter pendant un mois complet sur ce podcast. Voilà, c'est un mois, c'est ouais, un peu long. Ça paraît une Ouais, éternité. c'est vrai. C'est Au pour le bien du rugby programme, à 13, voilà. oui, c'est ça, c'est pour le bien-être du rugby à 13. Exactement. Au programme de cet épisode numéro 4, les finales de la Coupe qui seront retransmises sur Via Occitanie, puis l'état des lieux de l'élite 2, de l'élite 1 féminine avec les résultats, de l'élite 2 aussi avec un club qui s'est déplacé et qui a le mérite qu'on en parle. Nous irons également du côté d'Elisa Akpa, puisque la capitaine de l'équipe de France nous a accordé une interview exclusive. En Championship, évidemment, la victoire du Théo. En Super League, la victoire des Dragons catalans et quelques autres petites infos. Et puis, nous parlerons de cette polémique autour des 15istes qui signent à 13 à la fin du championnat. Évidemment, un point sur nos Français à l'étranger. Et puis, de la NRL. C'est parti. Mais c'est parti pour le quatrième déjà. Incroyable, incroyable. Du coup, on se retrouve pour parler de la coupe avec les finales qui seront retransmises. C'est ce week-end, les finales qui vont se jouer à Brutus et qu'on pourra suivre en direct sur Via Occitanie Sport en France avec Nat TV. Au programme, les féminines avec les DS catalanes face à Bordeaux-Bègles. Chez les masculins, les U19 Saint-Estève face au Théo. Et puis chez les hommes forts, les grands hommes, Carcassonne-Lézignan. Baptiste, quel est le match qui vraiment te plaît et que tu as absolument envie de voir si tu devais en choisir un dans les trois? Bon, si je dois en choisir un, c'est la finale homme, j'ai envie de dire, celle pour lequel enfin, c'est toujours des matchs à rebondissement importants. Je pense qu'il y aura moins d'adversité sur le DS catalane Bordeaux-Bègles et par contre un gros match en Luc Nittard en U19. C'est vrai que Ouais. alors, on va bien finir l'après-midi, ça va monter crescendo, mais cette confrontation Carcassonne-Lézignan avec Lézignan qui a toujours capacité sur un match à aller faire dégoupiller les plus gros me plaît et je l'attends avec impatience. Voilà. Et ben pour ma part, moi j'ai vraiment envie de voir les U19 parce que c'est un rugby que j'adore, ça bouge Ça énormément, va il y a très beaucoup vite. de Voilà. feeling, ouais, ça va vite, c'est là tu découvres des pépites et ça joue beaucoup à l'instant, c'est vraiment un rugby que j'apprécie tout particulièrement et en plus les jeunes de Saint-Estève et du Théo sont vraiment bons cette année, donc je pense qu'on va avoir une belle finale. Pour moi, il était aussi important de se dire que ben retrouver trois finales des jeunes, enfin des plus grands et des féminines à Brutus, franchement, bravo la Fédé d'avoir mis ça Oui, en et puis place parce que faut pas oublier U15, U17 le matin, voilà, toujours c'est sur ça, Brutus. c'est Donc la fête du rugby à 13 à Brutus et vraiment ça c'est pour moi une très très belle affaire du côté de la Fédé parce que ça permet, on se dit, bah, on passe la journée à Brutus, on voit toute la journée du rugby à 13 et ça monte crescendo et je trouve ça et puis hyper bien, hyper intelligent. c'est une des pelouses quand on aime le rugby à 13 qu'on a peut-être le plus envie de fouler. Voilà. C'est ça, ouais, C'est le absolument. maillot qui fait rêver les jeunes 13 qui même les anciens. Hein, et donc pouvoir jouer sur la pelouse de Brutus, c'est vraiment toujours un grand moment. Voilà. Nous allons aborder un thème qui tient particulièrement à Baptiste, cet ancien quinziste reconverti au rugby à Oh, voilà, 13, fanatique du rugby à 13. on vient de perdre 100 followers. Voilà. Non mais, Non, mais c'est bon, je peux plus Baptiste. mettre un pied à Brutus, ça y est, je suis foutu. Ah merde, c'est Catalogué. con. C'est con. Donc, polémique. Polémique, attention, on va arrêter de faire des polémiques. Questionnement, on va appeler ça comme ça. Questionnement autour de la signature de plusieurs quinzistes après le 30 mars. Est-ce possible? Est-ce pas possible? Parce qu'on a vu qu'il y a plusieurs clubs qui ont renforcé leurs effectifs avec des joueurs quinzistes qui ont terminé leur championnat. Baptiste, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a vraiment matière à créer polémique? Ou alors, est-ce que c'est juste quelques jaloux qui gueulent parce qu'ils perdent face à des quinzistes qui viennent renforcer des équipes de 13?
C'est bien lancé ça comme sujet. Est-ce C'est qu'il y un a polé est-ce questionnement. qu'il est-ce qu'il y a raison d'avoir une polémique? Ça dépend, comment on se positionne. D'un point de vue, fédéral, c'est vrai qu'il y a toujours eu dans l'inconscient ou dans le subconscient, ou je sais pas comment on dit, mais cette deadline du 30 mars, qui disait que on ne pouvait pas faire signer des gens après le 30 mars, et qui pouvaient intégrer les phases finales. Donc en fait, est-ce que les quinzistes, donc les 2 clubs visés, c'est Sals et Pamiers, qui ont signé, pour du côté de Sals 4 quinzistes et du côté de Pamiers, un ancien quinziste, en la personne de Tulagi, rien que ça. Donc non, j'ai rien trouvé, en fait, dans les statuts de la fédération, sur cette date du 30 mars qu'on a, dans la tête depuis un moment, et puis après, on ne connaît pas la date, des licences. Après sur l'aspect qu'est-ce que j'en pense? Eh beh, Sal, ça fait un message pour expliquer ça, parce que ça fait une énorme polémique, encore une pour pas grand chose. Moi, je on il y a une certitude, c'est qu'on n'est pas capable d'attirer peut-être ces joueurs-là sur toute une saison. Et ben si on les attire sur une phase, sur des phases finales parce qu'eux, leurs championnats sont finis, certes, ça fait un peu mercenaire, mais on qu'est-ce qui se dit que enfin, qu'est-ce qui nous dit que sur les 5 en question, il y en a pas un, 2 qui va rester? Et ben, on aura gagné, 2 licenciés à l'année, ça, c'est positif. Je le vois pas, forcément négativement. C'est sûr que ça renforce ces clubs en fin de saison. C'est un peu dommage pour ceux qui ont joué, tout le reste. Mais, si on écoute ça, c'est pas le cas. Voilà, ils ont des absents, sur ces phases finales. Les gens diront que ça a donné quoi? Ben, un super match Sals-Pamiers ce week-end où Sals a réussi, allez, à tenir Pamiers. Tulagi a été certes énorme, mais, le stade était plein, le match était énorme. Juste, cette polémique, j'ai le sentiment de ma position, à moi, qu'elle est très masculine quand même. Parce que chez les filles, on a beaucoup de filles qui ont la double licence et qui font ça Ouais, oui. toute l'année. Mmh. Oui, mais tu vois, et Bah, qui jouent en fait, toute l'année à il y a 15. déjà beaucoup de licences, 13-15. Nous, on en a aussi, du côté de Caumont chez les gars, tu vois? Oui, Non, et il y là, en a c'est beaucoup qui toute l'année. Non, mais plutôt ce il y en a côté, beaucoup. tu es Att- sorti, de ta phase finale et tu arrives après en te disant: «Bon, on va Oui, l'enjouer à mais 13». nous, par exemple, on a beaucoup de filles qui ont la double licence qu'on voit pas beaucoup de l'année parce qu'elles ont des matchs à 15 et que là, elles ont fini leur saison et elles viennent à Ouais, 13, ouais. tu vois. Donc c'est finalement un peu pareil, mais Finalement, pareil. ouais, Et tu vois, c'est ces juste. gars-là auraient pu faire 3-4 matchs dans la saison, c'est juste que ça s'est pas prêté à ce qu'ils le fassent, c'est tout, quoi. Mais Voilà, Spurs avaient l'opportunité, ils l'ont saisie, bah, ma ils foi, ont bien fait, voilà, tu as des bons joueurs foi. qui arrivent, et puis comme je le dis, putain, tu signes 4 types, imagine, il y en a 2, ils ont surkiffé ça, ils se Eh disent, oui. bah et tu les récupères. Bah, voilà, bah, ça a 2 très bons joueurs pour attaquer la saison de division nationale l'année prochaine. Tu vois, et déjà, Soyons s'ils ont. positifs un peu. Non, mais s'ils ont fait leur licence, s'il n'y a pas de polémique à avoir, s'ils ont fait leur licence, admettons, le Oui, 29 oui, mars, il n'y a pas de politique à avoir, et qu'il y a pas de d'article, il y a polémique, rien, bah, voilà, et qu'il terminé. n'y a rien, et ben voilà, c'est tout. Et qui te dit que l'année prochaine, ils feront pas effectivement leur licence au 1er Oui, octobre et oui. qu'ils feront pas 2-3 matchs. Et donc, franchement, c'est la galère pour tout le monde au niveau des effectifs. Hein. Faut arrêter de, tu vois, de Ouais, cracher dans oui, la soupe. Hein. exactement. Bref, bref. Les coups de gueule de la Euh, semaine. Bon, on va faire le point sur l'Élite 2 avec les deux premiers du championnat qui sont en finale. On va donc retrouver Villefranche et Villegayenc. Villefranche qui s'est littéralement amusé face à Carpentras. Et Villegayenc, malgré une équipe de I qui a tenu bon en première partie de jeu, mais qui a lâché en seconde, on va retrouver voilà, le classement naturel de ce championnat. Bah, les 2 premiers en finale, j'ai envie de dire que c'est un peu normal cette année, tant ils étaient, au-dessus. Il a fait longtemps, d'outsider, mais ça n'a pas tenu sur cette, demi-finale. Juste pour Carpentras rapidement, Carpentras a tenu un quart d'heure, 20 minutes, voilà, pour les gens qui y étaient, c'est ce qui remonte, et après a complètement lâché parce que Villefranche est au-dessus de tout le monde cette année, clairement, si je dis pas de bêtises, 17 matchs, 17 victoires, pour Villefranche, donc une place en finale. Et puis du côté de Villegayenc, on a eu, un Hill à double vitesse. Ça a été assez facile en première, et par contre Hill qui a tenté la remontada en deuxième, mais Hill s'est réveillé un peu tard.
et Villegayenque l'emporte. Donc une super finale d'Élite 2 à venir. Ouais. Effectivement, une super finale à venir, un classement qui est du coup naturel par rapport au championnat. Et puis, on va passer du côté de l'élite 1 féminine. Il y avait plusieurs matchs ce week-end, notamment l'Escure Toulouse-Ovalie. Toulouse-Ovalie et l'Escure qui se sont rencontrés à 9. Les Toulousaines qui étaient seulement 9 à partir pour le match. Ça commence à être compliqué. On sent que la fin du championnat est dure pour les clubs féminins en tout cas. Non, mais tu as tout à fait raison, Jess. C'est compliqué cette fin de saison. Les matchs d'élite se jouent de plus en plus à 9, 2 ce week-end, donc un seul match à 13. Ça, c'est pas très positif. Et même du côté de l'ADN, des équipes qui se sont déplacées à 6, d'autres qui ont joué à 7. Non, on sent qu'il faut vite finir cette saison, embrayer les phases finales et puis enclencher cette nouvelle saison en espérant que les clubs pourront se renforcer et attaquer la saison 2024-2025 avec des effectifs un peu plus larges. Ouais. Et bien justement, pour essayer d'aller recruter, la bonne initiative de Toulouse, c'est d'aller chercher, d'aller détecter dans les universités. On l'a appris cette semaine, ils vont aller faire de l'initiation au rugby à 13 dans les facs. Franchement, c'est là le berceau et c'est là qu'on peut aller chercher des filles. C'est vraiment le truc à faire. On en parle, c'est par l'éducation, c'est par l'école qu'on peut aller chercher chez les jeunes et chez les plus grands. Là, pour le coup, ils ont tapé dans le mille. En fait, l'universitaire, c'est souvent une tranche d'âge qui est la plus intéressante et là où on garde, pour moi, le plus longtemps les gens. Parce que quand vous les attaquez jeunes, souvent vous avez ils partent à 18 ans, voilà, qui est l'âge fatal. Et l'universitaire, c'est toujours c'est toujours bien. Il y a des bandes de copains et ou des bandes de copines, voilà, on va pas. Et donc on peut vite arriver à recruter un groupe de 3-4 personnes. Et ça, c'est ultra intéressant. Ouais, parce que t'as raison dans le fait de dire que tu peux vite recruter un groupe. Et puis aussi, les gens, quand ils rentrent en L1, par exemple, on peut se dire qu'ils vont aller jusqu'au Master 1, Master 2. Donc, on peut potentiellement avoir les gens 4-5 ans. Et du coup, ça permet d'assurer un roulement. Et puis, on va aller chercher d'autres copines et dans les années, dans les autres promos, dans les promos plus jeunes et tout ça. Donc, effectivement, je pense que c'est la clé, en tout cas, que ce soit chez les hommes où il y a un peu moins de problèmes de recrutement et d'effectifs, mais chez les filles, c'est clairement la solution. Et Toulouse, qui est en peine, qui a du mal là, à avoir, à s'être déplacé à 9, à c'est trouver vraiment la une clé. nouvelle génération. Ah ouais, c'est la clé, hein, franchement, On disait très très bonne. l'équipe de France a perdu une grosse génération de 13 Dont féminin. beaucoup En de fait, Toulousaines, mais ouais. qui c'est qui a perdu le plus, c'est clairement Toulouse. Hein. Ouais. Génération avec emmenée par Alice Varela, c'est arrêté. Donc il reste la vétérante Nabila toujours là, mais après le reste de l'effectif, oui, a pris sa retraite, voilà. Eh ben, bravo Toulouse pour cette initiative. On voulait effectivement vous parler du Théo qui s'est déplacé en élite en DN à 6. Alors, pour vous expliquer comment c'est possible, c'est-à-dire qu'en DN, on peut jouer à 7. Donc, il y a plusieurs clubs qui ont fait le choix de jouer à 7. C'est à égalité numérique. Si le club demande le mercredi avant 15 heures à jouer à 7, le club qui est en face a l'obligation de s'aligner au même nombre. Et là, Toulouse a dit, eh ben, écoutez, nous, on va jouer, on va venir, parce qu'ils ont déjà fait un forfait dans l'année. Et en fait, si on fait un deuxième forfait, on est out pour les phases finales. Donc Toulouse s'est dit, nous, on va quand même venir. Par contre, on est 6. Et franchement, moi, là, je parle personnellement, j'ai joué face à elles ce week-end. Elles n'ont pas baissé la tête. Elles n'ont pas une seule seconde vraiment baissé les armes. Elles ont pris beaucoup d'essais, donc beaucoup défendu, et il n'y en a pas une qui a plié le genou. Et vraiment, c'est pour moi... Alors moi, je râle tout le temps, hein, il y en a marre de jouer à 7. Là, pour le coup, c'est des filles qui ont mis du cœur à l'ouvrage, et j'ai vraiment... Gros respect Ah ouais. envers ces filles qui Ah se ouais. battent tous les week-ends, alors que il y a pas, on le sait, on en a joué des matchs comme ça, franchement, c'est long, il y a enfin, on n'y prend aucun plaisir, hein, concrètement, on fait ça pour aller jouer ce match, prendre le peu qu'il y a à prendre. Donc félicitations à l'équipe de Toulouse et ça fait plaisir de voir que des équipes se déplacent à 6 pendant que certaines font des forfaits quand ils sont que 12, 13 dans des niveaux de championnat bien plus élevés que la DN féminine. Ouais, carrément. Donc franchement, juste Toulouse, c'est dur, c'est sûr.
Mais les 6 qui étaient là et les 2 membres du staff, c'est un ensemble de guerriers, de guerrières et voilà, c'était important de le marquer. Moi qui déteste jouer en fait à 9 aussi, mais voilà, je voulais leur montrer mon respect encore une fois, même si ça a été dit à la fin du match. Nous aurons dans quelques instants l'interview exclusive de celle qui a eu 3 fois le capitanat en équipe de France féminine, 12 sélections, Elisa Akpa, celle qui s'est envolée il y a quelques mois pour l'Angleterre du côté de York, qui a remporté la Super League avec York. Elle nous a accordé une interview exclusive avant de s'envoler vers de nouvelles contrées. On va l'écouter. Salut, bonjour à tous les deux. Elisa, tu as une expérience qu'on avait envie de partager. Tu t'es expatriée outre Manche. Tu as une expérience du côté des Anglaises, du côté de York. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vie là-bas, de comment ça se passe, comment ça s'est passé et de faire le point sur ta situation actuelle? Plein de choses qui se sont déroulées pour partir en Angleterre. C'était pas forcément une route évidente. Donc après la Coupe du Monde 2021-22, voilà, j'avais déjà eu des échanges avec la coach Lindsay Anfield qui proposait qu'on revienne. Elle nous l'a proposé à 4 filles, Leïla, Anaïs, Margot et moi-même. Bon, à mes yeux, c'était une expérience qu'il fallait que je tente. Donc j'ai essayé de mettre tout en œuvre pour la réaliser. Donc en finissant bien sûr la saison en France et ensuite donc en partant au mois de juin 2023 du coup pour terminer, enfin pas terminer puisque la saison est un peu en décalé en Super League. Elle commence là actuellement au mois d'avril et elle termine en octobre pour la finale. Donc je suis arrivée à peu près à 2 mois du début de la compétition à peu près. Et même si j'étais déjà un petit peu on va dire dans les petits papiers de l'INSEE et il fallait régler quelques petits réglages qui étaient logement et autres pour finaliser ma venue. Et bon, donc c'est une expérience pendant 3-4 mois à peu près en immersion avec les Anglais, les Anglaises. C'était super intéressant. Un accueil très chaleureux. Après, en dehors, mais après sur le terrain, faut s'y donner, quoi. C'est des entraînements qui sont Ouais. difficiles, qui sont hard, qui sont très cardio. Muscu cardio, un peu plus intense que ceux que j'ai pu connaître avec les DS catalanes. J'étais à 3 entraînements par semaine, mais concrètement, je pense que j'avais des entraînements tous les jours, un peu tous les jours, que ce soit de la musculation ou du cardio. Je me suis rendu compte que la préparation individuelle était importante pour ensuite apporter au collectif. Qu'est-ce que tu es allé chercher en Angleterre que tu ne trouvais pas en France? Le challenge. Le challenge, de se dire qu'aujourd'hui, tu as dû le rencontrer, toi aussi, Jessica, quand on a rencontré l'anglaise, ce rapport physique qu'on a dans les matchs, comprendre pourquoi, on perd, certes, mais c'était à la recherche de quelque chose d'un peu plus technique, de me dire, je ne veux pas rester que sur des défaites à chaque fois sur les anglaises, je veux comprendre aussi comment ça fonctionne de l'intérieur, en fait. Et ça, c'était une de mes premières idées, mais après aussi, me challenger personnellement, hein, bien sûr, ça, c'était la priorité, me challenger personnellement, savoir est-ce que je peux avoir le même niveau qu'elle? Est-ce que je peux prétendre à ce niveau? Et si je l'avais pas, je serais repartie. Donc en immersion, ça s'est avéré positif. Et derrière, j'ai aussi retrouvé tu vois, d'autres notions. Peut-être qu'on n'a pas forcément. C'est notre culture aussi. Souvent, on est en train de nous comparer avec les Anglais parce que c'est le pays le plus proche. On est sur ce fameux crunch. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une autre culture aussi derrière. C'est pas parce qu'ils sont meilleurs que nous que si. Il y a il y a la culture qu'il faut prendre en compte. J'en discutais beaucoup avec certaines joueuses. C'est vrai que certainement le matin, c'est qu'est-ce que je vais manger de LC. C'est toute une routine, c'est cadré, c'est chronométré. Les entraînements, tu reçois le programme le matin et le soir, quand tu arrives à l'entraînement, tu sais ce que tu vas faire. À 5h55, tu dois être en salle de visio, tu dois aller, tu fais une petite conférence, une visio avec toute l'équipe. Ensuite, tu pars à l'entraînement, tu pars sur le terrain à 6h. À 6h31, tu dois être à la salle de muscu. Tu vois, tout est chronométré et on déborde pas, quoi. Donc, et tout s'enchaîne. Et tu as passé comme ça 1h30, 2 heures à t'entraîner non-stop, quoi. Ça, c'est, je pense, c'est le côté qualitatif, du coup, qui m'a plu. Voilà. Une question un peu plus personnelle. Toi, Oui. tu estimes avoir progressé sur quel point spécifique? Je parle pas du mental, là, je parle vraiment physiquement. Tu estimes, parce que
en équipe de France et chez les DS catalanes, tu jouais pas pilier. Là, on t'a vu aligné au Non. poste de pilier parfois. Oui. Tu estimes avoir passé un gap à quel niveau physique et Euh, techniquement, évidemment? C'est dans l'adaptation à l'équipe. Je pense que aujourd'hui, je suis venue jouer, je suis venue, comme je t'ai dit, apprendre, me challenger. On m'a dit, tu joueras pilier. Tu vois, j'ai pas commencé à contester. Je dis, allez, pourquoi pas, Mhm. parce qu'elle me voyait pilier. Ok. Elle m'a vu jouer, elle m'a expliqué pourquoi. Elle m'a dit, je veux te tester. Je sais que tu as joué seconde ligne, elle savait tout mon parcours, mais je veux te tester pilier. Et c'est ça aussi, sa richesse, quoi. C'est se dire, j'ai vu tes matchs et je sais qu'aujourd'hui, j'ai envie de te voir jouer pilier. Alors, je pense qu'elle m'a vu aussi jouer arrière et tout. Non, mais elle a ressenti la hargne de vouloir plaquer, notamment à la Coupe du Monde, tu vois. Et elle m'a dit, tu joueras pilier. Et je me suis prise au jeu. J'ai essayé de, pareil, façonner mon corps pour jouer pilier. Et ça m'a plu. Et tu te prends au jeu, on t'explique. Le fait qu'on t'explique ce que tu dois faire et en même temps que tu modules ton corps pour être à ce poste-là, ça, c'était hyper intéressant. Pour moi, ça a tout de suite été un peu certes du formatage, mais ça a été instantané, quoi. C'est ça, je pense que tu as un des parcours les plus éclectiques du rugby à 13, de passer de l'arrière à seconde ligne. Moi, j'ai déjà fait des entraînements avec toi où tu étais demi, et là, on te retrouve pilier, tu vois, enfin, c'est un truc de ouf. En fait, c'est ça le rugby à 13, c'est pouvoir être positionné n'importe où et être compétitif n'importe où, finalement. Toi, tu es une joueuse de rugby à 13. Ouais, c'est l'évolution. Comme tu dis, la richesse de ce sport, c'est qu'on peut se positionner aussi à chaque poste. Je pense vraiment. On a des joueurs comme toi, Bosque, qui était le meilleur des remplaçants. Le Joker, moi, c'est ça de mes exemples aussi, quand même. Il pouvait jouer à n'importe quel poste. Tu peux pas faire ça dans d'autres... le rugby à 15, quoi. On va parler en comparaison. Mais c'est vrai que je comprenais pas tellement, venant du rugby à 15, en me disant pourquoi tu me positionnes arrière. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, waouh, merci, ça m'a enrichi. Aujourd'hui, oui, je me sens meilleure dans ma performance, dans mon expérience de joueuse de rugby à 13. Et ouais, vraiment, aujourd'hui, tu me demandes pareil, j'ai d'autres projets. Et si on me demande, maintenant, tu vas peut-être jouer à un autre poste, ok, je prends le challenge. Parce que ça, ouais, ok. Et il faut savoir, se positionner en disant oui, ok, je vais pouvoir le faire. Quand tu peux te dire ok, je peux le faire, là, je pense que effectivement, tu commences à atteindre quelque chose d'assez merveilleux en tant que joueur de rugby à 13, quoi. On va revenir quelques instants sur l'équipe de France. J'imagine que tu as suivi le match France-Grèce. Toi, tu jouais pas. Qu'est-ce que tu as, toi qui es au cœur de ce collectif France, qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe et comment est-ce que tu vois le next step? On connaît, il y a la Serbie dans quelques semaines, puis il y a le crunch face à l'Angleterre. Comment est-ce que toi, tu vois les prochaines étapes de cette équipe de France pour arriver compétitive et vraiment en pleine possession de ses moyens face à ces deux belles équipes? Continuer les entraînements individuels, continuer cette prépa physique. Parce que je pense que le plus gros challenge, là, dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est vraiment l'Angleterre. On a eu pour revenir au début, c'est quand même... on est reparti avec 6 joueuses post-Coupe du Monde qui sont parties à la retraite, quelques départs. Donc on est arrivé à 7. C'était pas rien, c'était quand même 6 à 7 titulaires. Donc c'était aussi reconstruire. J'ai eu l'occasion d'en parler, reconstruire. Cette phase de reconstruction, elle est en la deuxième étape, parce qu'on est quand même à plus d'1 an et demi maintenant après. Je trouve qu'on a bien évolué. On a mis de nouvelles choses en place au sein de ce groupe France. Et je trouve que c'est hyper intéressant. On a, pour celles qui étaient un peu plus vieilles, on va dire ça, qui est les vieilles de l'équipe, on a accompagné ces jeunes qui ne connaissaient pas ce statut un peu de joueuse internationale. Je ne sais pas si tu as écouté le précédent podcast. Moi, j'ai été pas mal décriée parce que j'ai dit que j'en avais marre d'entendre reconstruction, que tu vois, on m'a dit bon, ça fait pas longtemps et tout. En fait, parce que l'idée, c'est que ça fait 1 an et demi et c'est qu'on a hâte de voir cette équipe de France challengeante et, tu vois, impactante sur la scène internationale. Est-ce que toi, aujourd'hui, à l'instant T, tu reparlerais encore de reconstruction? Non, du tout. Continue. Non, du tout. Je ne parlerai pas de reconstruction, puisque c'était il y a 1 an et demi, comme je te disais. Là, on a une deuxième étape. Et aujourd'hui, c'est quand même... voilà, maintenant, on doit
on doit un petit peu plus montrer tout ce qu'on a travaillé maintenant depuis 1 an et demi. Puis vous en avez la capacité en plus. Ça, tu vois? Oui, il manque encore. Oui, tout à fait. Tout à fait, on a la capacité. Toi, tu as connu l'équipe de France à l'époque. Je trouve que même de manière structurelle au niveau de l'équipe de France, ça a encore changé quand même. Ça a encore changé par rapport à ce qu'il y a avant. On essaie de mettre des moyens financiers aussi pour les joueuses. Donc, faut pas le négliger. Ça arrive progressivement. Il faut rester positif et sur cette même lancée. Je veux pas dire faut qu'on arrête de nous apporter des moyens financiers. Si, on a besoin progressivement, petit à petit. C'est pas un groupe France qui va fonctionner que les joueuses parlent ou le staff parle. Non, on communique entre les deux. On communique entre les deux et on essaye de faire avancer les choses dans le bon sens, en fait. Là, contre la Grèce, il y avait aussi 7 changements. C'était intéressant de faire jouer de nouveau. Il y a eu 7 changements dès le départ sur les titulaires. C'était hyper intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé de voir certaines joueuses qui, peut-être, depuis quelques semaines, ont intégré le groupe France et on leur a laissé l'opportunité de jouer un match contre la Grèce. Et voilà, elles ne se sont pas démontées. Elles voient ce que c'est un match international. L'Angleterre, c'est encore autre chose. L'Angleterre, c'est autre chose. C'est continuons nos efforts, en fait. Continuons nos efforts pour aller atteindre un peu ces Anglaises, pour les toucher quand même. Il faut qu'on... voilà, je pense qu'il faut qu'on garde cette régularité d'entraînement, cette régularité de mentale d'optimisation. Comment est-ce qu'on va... Ouais, vraiment. C'est ça. Il ne faut pas se laisser aussi... comment dire, bousculé par tout ce qu'on entend. Oui, l'Angleterre, voilà, encore un niveau, elle va encore nous battre. Non, voilà, nous, on reste dans notre régularité d'entraînement. On va voir ce que ça va donner quand on va les rencontrer fin juin, d'accord. On va voir si tout ce qu'on fait depuis maintenant 1 an et demi fonctionne sur du long terme. Sinon, on fera des rajustements. Je ne pense même pas au score. Je parle d'évolution. Je parle de performance. Pendant 1 an et demi, on a travaillé pour pouvoir le mettre en application face à l'Angleterre. Eh bien, merci à Elisa de nous avoir accordé cette interview, des choses hyper intéressantes qui ont été remontées. On va la voir régulièrement dans Bonjour Rugby League pour la suivre dans la poursuite de sa carrière rugbystique. Plein de choses à venir, plein de belles choses. On va suivre Elisa Akpa. En Championship, enfin, une bonne nouvelle. On a vu le Théo à la télé et on a vu le Théo gagner. C'est ça, le Théo qui s'est du coup qui a gagné, j'allais dire qui a perdu. Non, le Théo qui s'est imposé à la maison, évidemment parce que c'était diffusé face à Whitehaven, 40-4. En plus, le score est sans appel. Ouais. Non, mais là là, ça fait du bien en fait parce qu'il y a les deux choses. D'une, Toulouse sort un peu de l'anonymat parce qu'on peut les voir jouer, chose qui n'était pas le cas quand on habite loin de Toulouse. Ça, c'est vraiment le top. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils avaient besoin d'être un peu mis en lumière. Et puis voilà, ça a bien fonctionné. Mais ce que j'ai vu du match, c'est toujours cet ADN où laisse beaucoup de vitesse, des courses à très haute intensité. On sent qu'il y a une prépa physique très orientée là-dessus du côté de Toulouse. Et ça fonctionne assez bien. Donc, de bonnes nouvelles du côté de Toulouse. Les Toulousains qui vont qui vont se déplacer la semaine prochaine du côté de Wakefield. Ce sera le 27, je dis la semaine prochaine, mais en fait, c'est ce week-end. C'est le 27, du coup, en Angleterre, à Wakefield. On va faire un détour, évidemment, parce qu'on était au pied avec la Championship. On va monter d'un cran et aller du côté de la Super League avec une victoire des Dragons catalans. Bon, je sais pas comment dire ça. Sûr. Non, mais en fait, comment ça se passe dans la tête des gens qui disaient la semaine dernière que la défaite était scandaleuse? C'est ça que j'ai envie de savoir. Que se passe-t-il dans leur tête? Alors je vais te dire un truc que j'aimerais faire dans ces moments-là, c'est regarder les commentaires et m'assurer qu'en fait, c'est les mêmes personnes qui ont défoncé les Dragons la semaine dernière. Non, mais c'est carrément. Un très, très bon match des Dragons. Alors, moi, je suis encore sur une petite réserve parce que je sens que cette équipe en a sous le pied. Cette équipe a fait quelques erreurs, des choses qu'elle peut éviter et que quand elle va les gommer,
Quand elle va Ap continuer d'avoir un jeu offensif derrière, toujours un peu plus léché, j'ai envie de dire, voilà, quand on va lâcher encore plus les chevaux derrière parce qu'il y a il y a de la vitesse, on a 2 ailiers supersoniques. Mais non, ça fait plaisir. Un César Rouget, qui fait un peu oublier, Abdoul ou du moins qui nous fait dire: «Bon, ben, voilà, on a réussi à trouver quand même une solution». César qui a une courbe de progression, énorme. Bah, Donc il non, a du temps de jeu, hein, tu vois? il a du temps de jeu, mais moi, ce que j'aime chez ce joueur, c'est d'avoir, la capacité à avoir joué toute l'année en Elite 1 et boum, tu arrives en Super League et tu performes. Donc non, non, c'est très bien. C'est très bien, et voilà, donc non, non, des choses très positives. Puis un Tarek Sims qui nous fait une course Oh là chaloupée là 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 60 là! mètres qui finit à la Cristiano Comme ça. Ronaldo, failli craquer le maillot, quoi. Ah ouais, non, Heu, non, mais vraiment cette image, elle est absolument dingue, enfin, en fait, c'est les dragons comme ça qu'on aime voir et pour moi, ce geste-là et cette, célébration de Tariq Sims, boum, allez, allez, voilà, c'est les là, dragons catalans. En plus, on est à la maison. Maintenant, allez, on fait taire tout le monde et on continue d'avancer, de faire marcher la roue, non, quoi. mais tactiquement, c'est en plus bien joué. Ils ont mis du pied sur cet ailier arrière là, qui dégueule, je sais pas combien de ballons, donc non, des grandes quilles montées, souvent par César, un Ikouvalo, impérial, sur Des lequel arias. notre, enfin, faut dire les choses, on se posait quelques questions sur le niveau d'Ikouvalo. Bon, ben là, il a remis, l'église au centre du village. Des arias, on en discutait ce week-end avec, des collègues, est-ce qu'il lui arrive de prendre un ballon et de pas casser un plaquage? Non, mais il est Je vraiment pense exceptionnel, hein. il faudrait regarder, à chaque fois qu'il prend un ballon, le premier, boum, cassé. Mais tu sais, Il casse plus de moi, 10 c'est plaquages encore ce week-end si, les stats, ouais, les stats, ouais. Mais tu sais, c'est quoi? Enfin, personnellement, des arrières, moi, ça fait des années que je trouve que c'est une machine de guerre, qu'il a pas assez de temps de jeu et qu'on n'arrive pas à avoir pleinement son potentiel. Tu vois, à chaque fois qu'il y a eu des blessés devant et qu'on l'a mis du coup à la place, je l'ai trouvé toujours hyper pertinent, balle en main ouais, et même en défense, tu vois. Il est solide, quoi, le garçon, ouais, quoi. c'est ça. Il peut lui Il est arriver de impr- faire quelques petites fautes de main, mais Oui, quand il corrige ça, et il est ultra puissant, cette, explosivité, et puis c'est cet impact quoi sur les premiers boum, le premier là, mais soit il tu prend un sais, moi, coup, soit il explose, non, tu non, sais ça fait, ce en qui rotation, me, c'est bien, ouais. moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est que il a pas de tu sais, il y en a certaines, tu sens, qui sont un peu, pas timides, tu vois, sur leur premier ballon, sur leur, Oh tu bah vois, là, leur premier match et lui, je trouve que, tu vois, il se pose pas de questions, bah, si je je te sais laisse, pas la qui est en définition du face, mot timidité, mais non, mais tu vois, tu sens qu'il y a un peu de, je sais pas comment dire. oui, une Lui, sorte allez, d'appréhension, ouais, lui, ça peut être Wormsley, ça peut être n'importe qui devant, frère, c'est le même niveau, boum, je te bon. prends, allez, je te traverse, quoi. Non, mais Je après, trouve ça en fait, McNamara, il a encore une nouvelle fois, enfin, on peut aimer, ne pas aimer, le fait qu'il aime avoir ce jeu ultra puissant, destructeur devant, mais là, il a encore une équipe devant. Heu, ah oui, non, ah mais oui. tu prends McMeekin dans la gueule, tu prends Bousquet dans la gueule, tu prends Navarrete dans la gueule, Waouh, waouh. tu prends Ben Garcia, qui te met, 40 plaquages. Tu Tu prends prends Makilorum Makilorum, aussi. Makilorum, bim, bim, voilà, Tu prends crin, Dacosta quand il y a pas et Makilorum. non, mais en fait, il a Et puis tu encore veux t'écarter un peu? Attends, tu veux t'écarter un peu? Tu Sims d'un côté. ouais, c'est ça. Tu vois? Non Non, non, merci, franchement, et quand, assez. il y en a un qui sort, tu as Sironen qui rentre, et qui en plus Mmh. est capable d'aérer le non, devant et Satae. Oh, Ah ouais, ouais. bon, c'est Rentrée gagnante. comment tu peux avoir cette morphologie-là qui est quand même bon, c'est quand même plutôt un gros gabarit et avoir un step aussi violent? Je sais pas comment c'est possible. Bon, son step un peu et enfin bon, voilà, le C'est des dragon a choses gagné. qu'on n'a pas quoi, nous Non, personnellement. non, non. Alors, toi tu pas le gabarit mais tu as les steps. Moi j'ai potentiellement un gabarit, mais j'ai pas de steps. Les steps, oublie. Tu vas te faire un genou. Ah c'est ça, je vais me faire les En fait, tu croisés vas mettre un direct, step, oula. tu le genou qui va partir là, toi qui Ouais va et le partir corps, là-bas et puis voilà, ça va c'est finir en ça. cheveux synchro et voilà. Non, mais du coup, on va continuer à admirer sa taille, tu vois? On va rester sur Non, non, ça l'admiration, vraiment, et pareil, enfin, quand tu joues les dragons, tu dois avoir mal aux côtes le lendemain quand même, hein. Pas qu'aux côtes oh, bah, d'ailleurs. écoute, ouais, on on ira demander un jour à la fin d'un match, on ira faire une petite Voilà. interview.
À noter ce week-end les victoires également de St. Helens, 58-0 face à ULFC. Bon, ULFC qui est complètement dans le mal, cela va sans dire, mais quand même. Donc les deux qui ont perdu la coupe la semaine dernière ont relevé la tête et ont juste gagné. Les Dragons catalans toujours en tête du classement de Super League avec 14 points, juste derrière les Saints et encore derrière les Warriors. Ils se partagent 12 points chacun. À noter sur cette dernière journée de Super League, les deux seuls qui ont écopé de matchs de suspension sont de quel club? Catalan. Voilà, Dragon Voilà. Catalan. Écoutez, McMicken et McIlroom, hein, respectivement un match et 2 matchs. Voilà, c'est les deux seuls suspendus de la semaine. Ouais, mais c'est parce qu'on est les dragons et qu'on nous aime pas, voilà, c'est tout. Ouais, ça c'est des paroles typiquement catalanes. Exactement. Après dire à Monsieur Gouache. On va rester sur la Super League avec le grand et la légende Ryan Hall qui retourne à Leeds. Vraiment, c'est important. Bon, il a 35 ans, il est en fin de contrat avec ULKR, mais il retourne à Leeds, la légende de ce club. Donc, c'est vraiment à noter. Et puis, du côté de ULFC, on vous en parlait il y a quelques secondes, le club qui est complètement dans la panade. On vous disait avec l'arrivée de Richie Myler, l'ancien dragon catalan, au niveau du staff en tant que manager général. Et bien là, il y a des bruits de couloir comme quoi Paul Raoulé, l'actuel coach de Salford, signerait pour 2025. Donc l'après cette année catastrophique du UFC est déjà en préparation et on cherche déjà des solutions pour essayer de faire mieux l'année prochaine parce que cette année, c'est le bordel. C'est compliqué. Oui, carrément oublié. On reconstruit. Oui, on va dire ça pour eux. Hein. Oh, j'aime bien ce terme de attaquer les fondations. Ouais, voilà, on va dire ça. Il faut passer longtemps. Ne me lance pas sur le sujet. Pas plus d'un an et demi. C'est la capitaine de l'équipe de France qui l'a dit. Oui, c'est vrai. C'est pas moi. Voilà. Point sur nos Frenchies à l'étranger du côté de l'Australie. Perrine Monsara, son équipe a perdu ce week-end, mais face à une grosse équipe. Baptiste, tu vas en parler. Elle, qui était normalement annoncée pilier titulaire, a finalement commencé le match sur le banc. Perrine, du coup, face à deux grands noms du rugby à 13 australien féminin. Si c'est le cas, Breaking Show. Voilà, rien que ça. Pour ceux qui connaissent pas, ce n'est que la centre ailière de l'équipe des Gilarous et puis la capitaine demi ou troisième ligne des Gilarous. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les Gilarous, c'est l'équipe nationale de rugby à 13. Nous, on sait, mais il y en a qui, j'imagine, ne savent pas. C'est juste l'équipe d'Australie, quoi. Donc, juste la meilleure équipe féminine. Voilà. All around the world. All around the world. Donc une très belle équipe. Et puis, juste en petit commentaire rapide, l'équipe des Seagulls qui a un tout petit peu plus de mal depuis que Tari Aikin ne joue plus. Elle qui est l'autre demi de l'équipe des Gilarous, c'est un peu plus compliqué. Elle qui marquait beaucoup d'essais, voilà. Mais bon, 14-22 le score final et Perrine qui a malgré tout, qui engrange de l'expérience en Australie et qui peut se targuer d'être remplaçante. Et la semaine dernière, titulaire au poste de pilier, c'est quand même pas donné à tout le monde. Enzo Griffier, défaite en demi-finale, 22-28. Hein. Ouais, pas passé loin. Fin de parcours pour les Roosters qui ont mené ce championnat tout au long de la saison, qui ont été vraiment énormes. Enzo vraiment aussi solide et là qui chute en demi, donc un peu dommage pour Enzo. Et puis news un petit peu carrément exclusive avec des féminines de l'équipe de France qui vont décoller pour l'Angleterre. On peut pas vous dire qui, on peut pas vous dire où, mais sachez que ça va bouger du côté des féminines et qu'il y a certaines filles qui vont aller chercher de l'expérience en Angleterre dans des clubs et qui vont justement revenir pour enrichir cette équipe de France avec une expérience outre-Manche qu'on apprécie tout particulièrement, comme l'a dit Elisa tout à l'heure lors de son intervention. Vraiment, ça, c'est vers ça qu'il faut se tourner.
Non, mais puis ça tombe super bien. Elisa nous l'expliquait. En fait, vous finissez la saison assez tôt quand même en France. Là, les phases finales sont dans quelques semaines, et vous pouvez en fait embrayer avec la Super League féminine en Angleterre. Et ça, c'est hyper intéressant. Et puis, on va se diriger, on va rester en Australie, même si là, on a fait un petit détour par l'Angleterre, avec Baptiste, les Roosters. C'est un débat. Ça y est, toi qui nous l'annonce depuis le début de la saison, Tedesco, il y en a marre, il est pas bon, nanana. Et ben, ça commence à rentrer dans la tête du côté des Roosters, et on commence à parler d'une possibilité de faire passer Joseph Manu, celui qui est pour l'instant au centre, du côté du poste d'arrière. Pour vous rappeler un petit peu le contexte, c'est que Joseph Manu, il joue arrière avec l'équipe de Nouvelle-Zélande, qu'il a joué arrière sur la dernière Coupe du Monde, qu'il était en finale, et que il a juste été absolument énorme au poste d'arrière. Donc là, le dilemme, c'est passera Tedesco sur le banc, ou on décide de faire confiance à Manu, qui a une expérience d'arrière absolument incroyable. Enfin voilà, c'est vrai que sur ce sujet, je suis un peu dur vis-à-vis de Tedesco, mais Tedesco, on a un Tedesco à double vitesse encore cette saison. Il est capable d'énormes performances, comme de passer complètement à travers. Et aujourd'hui, ça fait défaut aux Roosters parce que les matchs sont serrés. C'est une équipe quand même. J'ai envie de dire presque. Alors c'est le mot de ce podcast, pas en reconstruction, mais pas loin. Voilà, qui a besoin de retrouver des titres, retrouver la victoire sur le long terme. Et aujourd'hui, on peut pas s'appuyer sur Tedesco pour avoir ces objectifs-là. Donc je comprends la pression qui est mise sur Trent Robinson d'essayer peut-être autre chose. Après, on sort pas Tedesco comme ça d'une équipe, ça c'est certain. C'est ça, parce que mais le problème, c'est qu'il est face, là, on fait pas rentrer un jeune, hein, il est face à un Joe Manu qui, lui, est ultra performant au poste de Mm. centre, et surtout qui a une expérience absolument incroyable. Donc, grosse décision, on va voir dès ce week-end si, en tout cas, ça se décante à ce niveau-là. Et puis, autre chose à noter sur la Super League, la grosse blessure de Kylene Ponga chez les Knights, l'arrière des Knights, euh, qui, euh, a, euh, qui est blessé et qui doit subir une chirurgie, absent au minimum 8 semaines qui correspond au début du State of Origin. On parlait on y reviendra tout à l'heure, on fera un petit volet sur le State of, mais Kylene Ponga qui enchaîne tous les ans des blessures quand même. Hein. Là, tous les ans des chirurgies, c'est que ça commence à être son Il est un corps peu et... coutumier du fait. Et puis après, il y a. Mm. Alors, je vais pas dire qu'il est fragile, mais il met aussi son corps dans des situations qui font qu'il y a un risque de blessure un peu plus élevé. C'est pas un arrière qui s'échappe, c'est un arrière qui a des appuis ultra puissants, qui est toujours dans un rugby, j'ai envie de dire, où il est en difficulté, où voilà, donc automatiquement, malheureusement, ça amène des blessures. Là, on nous parle d'une période d'absence importante et qui pourrait être encore supérieure s'il y avait chirurgie. Puisque les dernières infos qu'on avait, c'est s'il n'y avait pas chirurgie, ça serait un peu plus court, 8 mais semaines, ouais. c'était 10 semaines. Et s'il y a chirurgie, on est sur plus que ça. Pour moi, le Stetov, c'est mort et c'est enterré pour Kylene Ponga cette année. Et encore plus loin, j'ai bien peur que ce soit mort aussi pour les Knights cette année, parce que beaucoup de choses étaient basées sur les éclairs de génie de leur arrière, quoi. Mais c'est un peu, pas ce que je reproche aux Knights, mais c'est un peu sur ça qui Ah capitalise bah oui, depuis oui. des années. Kylene Ponga. Alors après, on a des centres qui sont ultra performants. On a Bradman Best notamment qui est vraiment excellent. On a ce genre de choses. On a l'ouverture et le demi qui sont bons. Mais moi, le sentiment extérieur que j'ai, c'est Kylene Ponga et Kylene Ponga, quoi. Et du coup, quand Les Kylene commentaires, Ponga est... pour te dire, je lisais des commentaires de supporters de Newcastle. Ils disent bon, ciao 2024, maintenant on Ah, mais on ça, c'est verra en terrible. 2025. C'est terrible, quoi. C'est terrible. Ouais. C'est terrible. Bon, en tout cas, on souhaite bon rétablissement le plus vite possible, le retour sur les terrains, parce qu'on adore la manière de Kylene. jouer de Kylene Ponga. Et puis les Rabbitohs, encore et toujours dans ce dernier volet de NRL, les Rabbitohs qui sont en train encore de se dire on va virer Jason Demetriou, on va pas le virer. Si on le vire, on le fait quand? Sachant que le prochain match des Rabbitohs, c'est jeudi contre le Storm.
Et après, ils affrontent les Panthers à la maison la semaine prochaine. Et visiblement, la décision serait prise, en tout cas, c'est ce qui est dit dans la presse australienne. On prendrait la décision de virer Jason Demetriou, soit après le match des Storms, en tout cas après le match des Panthers. Deux matchs de on a- défaite, hein. Oh mon Dieu! T'as vu le niveau du Storm à l'heure actuelle. Ah mon Dieu, quelle horreur! T'es vraiment, Là, t'es vraiment moi, je te dis, insensible. 2 matchs, 2 défaites, Demetriou out. Allez, voilà, ça peut même faire un Mais titre. quand? À la fin du premier, à la fin du Storm ou à la fin des Panthers? Ça devrait être à la fin de celui de la semaine dernière, Mais en même temps, c'est ce qu'ils disent depuis un moment déjà. voilà. Non, mais alors, c'est vrai que des fois, on n'aime pas dire que toujours l'entraîneur, mais là, il y a plus de solutions il faut un électrochoc. Tu peux pas changer ton effectif. Il faut amener quelque chose de nouveau dans le staff, une nouvelle dynamique, quelqu'un qui est capable de gérer ces stars un peu turbulentes. Et donc, malheureusement, Demetriou doit. Justement, tu parlais de changement dans le staff avec quelqu'un qui est capable d'apporter. 43 jours. Comment? Ah, on vient de me dire là, plus que 43 jours avant le state-off. On y arrive. Justement, tu parlais de personnages qui seraient en capacité de pouvoir gérer les différentes personnalités, les égos du côté des Rabbitohs. Eh ben, le premier nom pressenti, ça serait David Furner. David Furner, c'est l'ancien assistant coach du club. Il y était en 2017 et puis il est parti devenir coach de Leeds. Il a été viré chez Leeds après 14 matchs, dont 10 défaites. Mais il a été avant ça assistant aux Bulldogs et aux Knights, notamment chez les Cowboys. Quand les Cowboys ont remporté le championnat, c'était en 2015. Donc, possiblement quelqu'un... Et là, il est revenu... Ah oui, info importante. Il est revenu là depuis une semaine, depuis mercredi dernier. Il est revenu pour être assistant de Demetriou. Ah ben oui, c'est celui dont on parlait semaine dernière qui vient pour aider dans la défense. Ah, oui, ouais. Donc c'est lui qui est pressenti. En tout cas, imagine le loup dans la bergerie, quoi. Non, mais imagine, t'es Demetriou, tu sais que ton gars, il est là et que t'as 2 semaines de sursis, c'est terrible. Ça doit être terrible. Ouais, il doit pas bien dormir. Ah putain, ça doit être horrible. Mais bon, pour dire que... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Baptiste est absolument insensible. Et puis, on nous disait, on me le disait en off, 43 jours, il reste 43 jours avant le premier match du State of Origin. Donc, il y avait un petit débat la semaine dernière sur, en tout cas, Billy Slater, on se demandait, Billy Slater, le sélectionneur des Queenslanders des Maroons, se posait la question, je vais mettre qui à l'arrière, Kylin Ponga ou Reece Walsh? Bah, c'est fini. Voilà. Là, Kylin Ponga est out. Et puis... Reece Walsh fait un énorme match encore ce week-end. Bon. Il a fait du Reece Walsh. Tu vois? On se demande comment l'arrêter pour le coup. Il peut mettre des steps comme ça, je comprends pas. Non, mais Et puis, lui aussi, il faut en parler. Il avait une fracture du plancher orbital. Il en avait pour 8 semaines. Il est revenu au bout de 3 semaines. Donc, un homme stratosphérique. Donc là, il y a eu, on va parler des Blues notamment parce que les Blues, comment? Alors, ça fait plusieurs années que les Blues perdent ce State of Origin. Il y a le rédacteur en chef de NRL.com qui a posé plusieurs questions et qui s'est dit, eh ben, qui est-ce qu'on met? Quelle charnière on met? Quelle charnière on va mettre du côté des Blues? Parce que il y a vraiment des grands noms. Alors, on parle évidemment de Nathan Cleary, évidemment. Mais on parle de Matt Burton, qui a déjà joué longtemps avec Nathan Cleary pour le complémenter au pied. On parle de Nico Hines. Qu'est-ce qu'on va faire? On met qui sur le banc? On parle au niveau du talon de Caruso, des Tigers. On parle... la question, c'est qui va être... Sachant que Tedesco, on y revient, Tedesco était l'arrière des Blues. Si c'est plus Tedesco qui est arrière, parce qu'on parle de mettre Dylan Edwards, Tom Trobovic... Enfin voilà, là vraiment, j'ai vraiment pas envie d'être, j'ai vraiment pas envie d'être le sélectionneur des Blues parce que c'est carrément le bordel. Tu mettrais qui, toi, en capitaine?
En capitaine. Ouais. C'est plus Tedesco. Tedesco, il sera pas là, je pense. Donc, tu as le choix. Nathan Cleary, Murray, Cameron Murray, Isaïo, Trobovic. Tu mets qui, toi? Et un petit Isaïo. Moi aussi. Moi aussi, j'ai coché Isaïo. Parce qu'il a déjà le capitana chez les Panthers et il est juste exemplaire, quoi. Non, et puis après, un Nathan Cleary. Et j'aimais bien, enfin, j'aime bien Barton, en plus, qui a un coup de pied. C'est ça. Quand il sort les bombes. Bah. Ouais, et puis ils vont tellement se concentrer sur Cleary Ouais. que, tu vois, parce que là, il faut les choses à noter, c'est que potentiellement, si les bruits, en tout cas, se confirment, ça veut dire quid de Cody Walker, quid de Latrell Mitchell, quid de évidemment Tedesco, et quid de Damien Cook. Ça fait quand même 4 cadres des Blues qui sont out. Après, ça peut créer du renouveau. Et puis le banc des... Il y a du monde. Le banc, ouais, il y a du banc. On parle de Bradman Best des Knights pour le poste de centre avec Crichton. Donc franchement, je vois pas comment... Et puis évidemment, Payne Haas, s'il est revenu, ce serait quand même énorme, quoi. Là, si l'équipe... en tout cas, c'est toutes les questions que posait Paul Sutter, le rédacteur en chef de NRL.com. Si tout ça, en tout cas, se confirme, je peux te dire que là, les Blues, ils ont une équipe... Eh bien, toutes ces questions, on va essayer d'y répondre au fur et à mesure des sessions de Bonjour Rugby League. On va clôturer maintenant cet épisode 4 de Bonjour Rugby League. Baptiste, merci d'avoir encore supporté Jessica pendant 35 minutes. Oui, merci à moi-même. Il est malade. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour débriefer toujours plus du contenu autour du rugby à 13. Merci de nous suivre, merci d'être toujours plus fidèles à regarder notre podcast, à nous laisser des commentaires et à répondre à nos questions. On vous souhaite une très belle semaine et on vous dit à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.